Merci infiniment Sylvain pour la richesse de ton intervention et pour avoir ben, brassé et embrassé toute cette histoire bien, enfin, avec autant de détails. Donc maintenant, nous allons passer à la lecture du communiqué du Congrès national indigène. Donc, et c'est notre camarade Élise du CSPCL qui va prendre la parole. Élise, si tu es là, c'est à toi. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je mets en même temps dans le chat, je croyais mettre dans le chat quelques explications sur des allusions dans le texte que je vais lire, mais je le ferai après. Je vous lis le texte et j'essayerai de le coller après. Est-ce qu'on m'entend bien? Si quelqu'un peut me faire un signe sur la vidéo. Super. Merci. Déclaration de la 5e Assemblée du Congrès national indigène et du Conseil indigène de gouvernement. À l'armée zapatiste de libération nationale, au peuple du monde, aux personnes qui luttent sur les 5 continents, sœurs, frères et compañeros. Sœurs et frères du monde, recevez un salut de notre part, nous, hommes et femmes qui formons le Congrès national indigène. Nous sommes des peuples et des communautés qui habitons nos terres et territoires depuis bien avant l'imposition de ce qu'ils appellent l'État mexicain. Nous avons non seulement notre propre langue et nos vêtements, mais aussi une forme de gouvernement, de voir, comprendre et vivre le monde différente du monde capitaliste, qui voit tout comme une marchandise. Nous sommes des peuples qui aimons la terre, les montagnes, les cours d'eau, les collines, les oiseaux et tout être vivant qui habite notre terre-mère. Pour nous, la vie est sacrée, nous la vénérons. Avec le temps, les tyrans, ceux dont l'objectif est de dominer et d'exploiter, ont voulu en finir avec nous, détruire notre culture, notre territoire. Nous sommes une histoire de pillage, de résistance et de rébellion, et aujourd'hui, plus de 500 ans après la conquête et la guerre, nous sommes menacés de disparition, tout comme le monde entier. Sœurs et frères zapatistes, nos aînés, comme toujours, vos paroles et vos initiatives constituent une lueur d'espoir et un chemin pour nos peuples. Les méga-projets, les multinationales, le crime organisé et sa coordination avec le gouvernement nous envahissent de plus en plus pour exploiter et détruire notre territoire, notre vie. Les paroles mensongères du président López Obrador et sa soi-disant 4e transformation cherchent à créer un mur pour cacher la guerre qui fait rage contre les peuples et la vie de la terre-mère, voulant nous isoler et nous présenter comme les adversaires du progrès, ce dont les autres gouvernements nous ont déjà accusés, mais qui prend aujourd'hui un sens plus destructeur. Notre parole, notre réalité, la guerre que nous vivons n'atteint pas tous les cœurs où elle devrait arriver, parce que nous ne défendons pas seulement notre territoire. Avec lui, nous défendons la vie de la terre-mère et l'avenir de l'humanité. Toute la force du capital, de l'État et du crime organisé s'exerce sur nos peuples, nous divisant, nous dépossédant, nous menaçant, nous emprisonnant, nous assassinant. Nous, Front des peuples en défense de la terre et de l'eau des États de Morelos, Puebla et Tlaxcala, qui faisons partie du Conseil national indigène, Conseil indigène de gouvernement, nous vivons la même guerre de méga-projets que nos sœurs et frères sur tout le territoire national. Le projet intégral mortifère, appelé Projet intégral Morelos, est imposé au profit principalement des compagnies minières, en marge de la légalité, ignorant et violant les recours juridiques, utilisant la garde nationale pour mettre en œuvre la construction de l'aqueduc et l'imposition de consultations indigènes qui violent nos droits fondamentaux. L'enquête sur le meurtre de Samir Flores, bien loin d'avancer, met en lumière la relation existante entre le bureau du procureur général de l'État et le crime organisé. Pour résumer, nous vivons la même guerre d'extermination que le reste de nos compañeros et compañeras du Congrès national indigène et d'autres peuples, villes et secteurs frères. Cependant, l'attaque du grand capital et du gouvernement et l'assassinat de notre frère Samir ne met pas fin à notre résistance, au contraire. Nous continuerons à lutter jusqu'à ce que la vie triomphe sur la mort, avec nos armes les plus puissantes, la dignité, la résistance et la rébellion. L'imposition du train Maya, qui s'accompagne de la construction de 15 centres urbains, celle du corridor interocéanique Salina Cruz-Coatzacoalcos, comportant 10 couloirs urbano-industriels, et celle de l'aéroport international de la ville de Mexico, parc écologique du lac de Texcoco, ainsi que le progrès intégral Morelos, visent à réorganiser le pays
en fonction des intérêts économiques du capital. De la même manière, il est extrêmement grave de poursuivre le projet de construire au bénéfice de différentes entreprises étrangères 3 centrales thermoélectriques, l'une d'entre elles déjà construite, un réseau de gazoducs et une méga-centrale de stock de combustible dans la vallée du fleuve Santiago au sud de Guadalajara, qui en plus de cela survient dans une des régions les plus contaminées du pays. Il faudrait à cela ajouter le projet Canal Centenaire, actuellement réalisé par la Garde nationale mexicaine, qui prétend transvaser les rivières San Pedro et Santiago au Nayarit. L'industrie minière à ciel ouvert menace également des centaines de territoires des peuples autochtones en utilisant la même formule faite de division, de spoliation et de destruction de nos communautés. Tous ces projets sont précédés de la mise en place d'infrastructures routières et hydrauliques, de très nombreux parcs éoliens et photovoltaïques, ainsi que des centrales hydrauliques, thermoélectriques et des gazoducs qui envahissent illégalement les territoires de nos peuples, et nombre d'entre eux ne disposent pas même d'une autorisation d'impact environnemental. Elle signifie l'occupation de milliers et de milliers d'hectares et le changement d'usage des sols des terres collectives ejidales, des communautés et des peuples autochtones, sans prendre en compte la libre détermination des peuples sur leur territoire. Ces grands méga-projets et toute la spoliation et l'exploitation provoquées par le modèle extractiviste du gouvernement fédéral sont actuellement protégés au travers de la militarisation du pays entier et de la sécurité publique. Aujourd'hui, ces pratiques, sous le couvert des paroles mensongères de López Obrador, ont bien avancé, alors que durant les gouvernements antérieurs, une grande partie de la société s'y opposait, sans que ne disparaissent pour autant l'antécédent et la situation réelle, qui est que les corps militaires violent systématiquement les droits humains et s'associent facilement au crime organisé. La guerre contre les peuples afin d'imposer les méga-projets est tellement claire que c'est aux militaires que sont assignés les chantiers, tels que le train Maya ou l'aéroport de Santa Lucía, projet auquel nous nous opposons catégoriquement. Tout au long de ce processus de recolonisation de nos territoires, l'Institut national des peuples indigènes, une imposition de plus du mauvais gouvernement de la 4e transformation, a accompli les tâches que mettait en œuvre le vieil indigénisme du PRI. Médiatiser, manipuler, fragmenter, diviser nos peuples et nos communautés, servant de contre-maître en poste à valider ces méga-projets, se prêtant à de fausses cérémonies officielles qui offensent notre terre-mère en participant à l'élaboration de stratégies de contre-insurrection et ce qu'ils appellent l'ingénierie des conflits. Face à cela, la communauté Otomi résidant dans la ville de Mexico a pris la décision d'occuper les bâtiments de cet institut afin d'exiger, bien au-delà du droit légitime au logement, le respect et la reconnaissance de l'autodétermination des peuples sur leur territoire. La pandémie du Covid-19, comme l'a dit le gouvernement mensonger de López Obrador, est tombée à pic pour imposer les méga-projets et la militarisation du pays, la plus grande partie de la population étant démobilisée. En même temps, la pandémie contribue à la guerre d'extermination en cours contre nos peuples au moment où les services de santé et la capacité économique sont très faibles, voire très souvent réduites à néant. Nous observons qu'il s'agit d'une crise globale et civilisationnelle sans précédent qui oblige l'humanité entière à détruire ce système actuel capitaliste et patriarcal, responsable de la destruction de la nature et qui est fondé sur l'exploitation et la spoliation chaque fois plus importante de millions et de millions d'êtres humains. Ce système, afin de générer des profits et de la richesse, s'appuie sur le crime organisé, sur les guerres et sur les épidémies et les pandémies. C'est pour cela qu'en tant que Congrès national indigène, Conseil indigène de gouvernement, et en tant que Front des peuples en défense de la terre et de l'eau des États de Morelos, Puebla et Tlaxcala, réunis durant cette 5e assemblée entre le Congrès national indigène et le Conseil indigène de gouvernement, nous prenons les accords suivants. 1. Nous souscrivons à la déclaration pour la vie réalisée par l'Armée zapatiste de libération nationale, par des peuples, des organisations, des collectifs et des personnes du monde entier. En nous engageant à renforcer nos luttes en défense de la vie dans nos territoires et en ouvrant l'écoute, l'organisation et la parole à nos frères-sœurs du Mexique et du monde qui luttent contre ce système capitaliste et patriarcal, avec pour objectif de le faire disparaître. 2. Participer de manière directe, suivant les critères accordés durant cette assemblée, par le biais d'une délégation du CNI-CIG et du FPDTA-MPT, ensemble avec l'Armée zapatiste de libération nationale, à la tournée au travers l'Europe proposée par nos frères-sœurs et nos compañeroas de l'EZLN et du monde durant les mois de juillet à octobre 2021, et dans la mesure de nos possibilités, à celles qui seront réalisées postérieurement en Asie, en Afrique, en Océanie et en Amérique. 3. Réaliser des actions pour la vie, contre les méga-projets, et en mémoire de notre frère Samir Flores Soberanes du 19 au 21 février prochain,
à 2 ans de son lâche assassinat. Nous lançons un appel à nos sœurs, frères et à nos compañeros du Mexique et du monde à réaliser des actions à ces dates-là. 4. Nous exigeons la fin de l'attaque et du harcèlement des communautés zapatistes, la libération immédiate de nos frères Freddy García Ramírez, porte-parole de l'organisation Codedi à Oaxaca, et celle de Fidencio Aldama, membre de la tribu Yaqui, ainsi que la libération de nos frères Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo et Abraham López Montejo, membres de l'organisation La Véritable Voix de l'Amate, celle de Marcelino Ruiz Gómez, membre de Viniquetic, en résistance, ainsi que celle d'Osman Alberto Espinales Rodríguez et de Pedro Cano Sánchez, qui se retrouvent injustement emprisonnés dans les centres pénitentiaires de San Cristóbal de las Casas et de Comitán, au Chiapas. Halte à l'assassinat de nos frères du Conseil indigène populaire du Guerrero, la présentation en vie du frère Sergio Rivera Hernández, membre de l'organisation Maïs dans la Sierra Negra de Puebla, et celle des 43 étudiants d'Ayotzinapa, et celle de tous et tous les disparus. Bien à vous, janvier 2021, pour la reconstitution intégrale de nos peuples, jamais plus un Mexique sans nous. Merci beaucoup, Élise, pour avoir partagé avec nous donc, ce communiqué extrêmement riche et passionnant. Et maintenant, nous allons passer donc à la présentation donc, du CNI et de la figure emblématique de Samir Flores, dont nous célébrons tristement la deuxième année de disparition. Donc, c'est le camarade Edwin qui va nous en parler. Du coup, voilà, on voulait en profiter aussi, comme ça a été dit dans le communiqué là, du CNI. En fait, le 20 février prochain, donc dans une semaine, ça va être le deuxième anniversaire anniversaire. Ça va être 2 ans de l'assassinat de Samir Flores. Samir Flores, c'était quelqu'un de très important, enfin, qui a beaucoup marqué la lutte au Morelos. Le Morelos, c'est l'état historique où les zapatistes ils étaient soulevés, les zapatistes historiques, donc au début du XXe siècle. Et il y a eu d'énormes mobilisations, d'énormes révoltes depuis 2010, 2011, 2012 par rapport à l'implantation d'un certain nombre de projets industriels et énergétiques qui sont liés, voilà, il y a toute une zone industrielle dans cette zone-là qui s'est développée avec les délocalisations, notamment des États-Unis, toute la filière automobile, notamment, d'énormes industries, notamment il y a Nissan, Saint-Gobain, beaucoup d'usines qui sont installées dans cette région-là. Et pour baisser les coûts de production, en fait, il y a donc un gazoduc, un projet de gazoduc qui a été accordé par l'État mexicain à différentes multinationales européennes, principalement espagnoles, Enagas, Abengoa du Pays Basque et Bonatti de l'Italie pour construire donc une énorme centrale, 2 centrales thermoélectriques et un énorme gazoduc avec le détournement de toutes les eaux de la région qui allaient aux zones agricoles pour approvisionner cette usine. Donc, il y a eu beaucoup de luttes qui sont passées, qui sont organisées sur place dans différents villages. Il y a des dizaines de villages qui étaient impactés par ce gazoduc, qui sont toujours en lutte aujourd'hui à travers ce qui s'appelle le Front des peuples en défense de la terre et de l'eau de Puebla, Tlaxcala et du Morelos. Et ces luttes-là, donc qui sont organisées à partir de 2011-2012, ont subi un certain nombre de répressions. Il y a eu des personnes emprisonnées, il y a eu des blocages, plein de choses qui se sont passées à l'époque. Et depuis lors, il y avait eu les promesses du président actuel, López Obrador, de faire annuler ce projet quand il passerait au pouvoir.
Et ça a été la première grande trahison du gouvernement López Obrador. Voilà, au moment de son arrivée au pouvoir, où il est arrivé donc officiellement, il a pris le pouvoir le 1er janvier 2019, et dès janvier 2019 a été décrété au départ qu'une consultation serait faite, et puis ensuite tout le poids du parti au pouvoir de López Obrador, qui s'appelle Morena, plus ses déclarations au président nouvellement élu pour faire passer ce projet voilà, sans respecter le droit et les revendications de toutes les communautés qui se battaient sur place contre ce projet. Et Samir Flores était une des grandes figures de cette lutte-là. Il avait fondé une radio communautaire dans son village qui s'appelle Amilcingo, village qui a une grosse tradition de lutte et qui s'était soulevé, qui avait banni les partis politiques aussi, qui s'était réorganisé de manière sur l'assemblée locale. Voilà, il était partie prenante avec beaucoup d'autres de cette lutte-là. Il a dénoncé tout ce qui s'était passé, le projet intégral Morelos dans des assemblées publiques où était présent López Obrador, et puis ensuite le gouverneur du Morelos, qui s'appelait, le nouveau gouverneur qui s'appelle Hugo Flores, qui a un sombre actif à son... enfin voilà, qui est un avocat d'un parti évangélique qui s'appelle le parti des rencontres sociales, un parti évangélique plutôt de droite, extrême droite, qui gouverne le Morelos. Et Hugo Flores, il est connu pour avoir été la personne qui a fait toute une campagne pour la libération des paramilitaires d'Acteal, notamment. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que en février, le président López Obrador a imposé une consultation qui ne respectait pas la consultation des communautés autochtones qui étaient les premières impactées par ce projet-là. Donc une consultation mensongère qui a été organisée en 2 semaines à peine, avec une opposition directe de tout un tas de communautés qui ont refusé de participer, qui ont empêché donc cette fausse consultation de se mettre en place, voilà, pour demander le respect de la consultation autochtone et pas un exercice, un faux exercice citoyen qui se passait dans tous les États sans prendre en compte les principales communautés impactées par ce projet. C'est dans ce contexte, 3 jours avant la consultation, que Samir Flores a été assassiné à 6h du matin, 5h30 du matin exactement, où il s'est pris, où il a été... des gens ont frappé à sa porte, il est sorti, il s'est pris 3 balles par des tueurs qui sont partis, qui ont disparu à ce moment-là. Toute la communauté, à 6h du matin, la communauté a sonné les cloches de l'église, tout le monde s'est rassemblé. Ça a été une émotion énorme à Amilcingo. Tout de suite, c'est des milliers de personnes ensuite qui sont rassemblées pour protester contre ça au moment de ces funérailles. Ensuite, c'était une révolte dans tout le Morelos par rapport à ce qui s'était passé, à cet assassinat abject qui s'était passé 3 jours avant. Mais malgré toute la rage des gens par rapport à cet assassinat, la consultation s'est faite, a été organisée sous protection militaire, de manière totalement imposée, totalement, voilà, dans un état militarisé avec des hélicoptères qui passaient au-dessus des communautés. Ça, c'est le contexte dans lequel Samir Flores a été assassiné. 2 ans après, l'enquête n'a toujours pas avancé, il y a toujours personne qui a été arrêté, notamment parce que le gouverneur on va dire le procureur, l'équivalent du procureur du Morelos, est complètement impliqué aussi dans cette histoire. Il y a voilà, des liens avec voilà, le Morelos est un État dirigé de toute manière en alliance avec le crime organisé. Donc ça, c'est le contexte aujourd'hui de leur lutte. Le gouvernement de López Obrador cherche toujours à imposer la réouverture donc le fonctionnement, la mise en fonctionnement de cette centrale thermoélectrique, malgré toute la résistance locale.
avec expulsion, des campements, etc., qui ont toujours cours aujourd'hui, des luttes qui ont toujours cours aujourd'hui pour empêcher ce projet de se mettre en place. Et donc, il y a cet appel qui vient du CNI, comme l'a lu Élise juste avant, pour que dans une semaine, donc on parle aussi de cette histoire, qu'on rende hommage à Samir Flores et aussi à ce combat qui est important contre le projet intégral Morelos, qui a été l'un des combats qu'il a porté toute sa vie et qui est toujours en cours. Et donc, autour du vin, que cette lutte soit visibilisée. Donc, aussi, dans cette lutte-là, c'est plein de multinationales européennes qui sont impliquées, notamment Saint-Gobain en France. Saint-Gobain, qui a une usine de plusieurs milliers d'employés sur place, qui est la plus gros centre de production d'Amérique latine, de vitres. Donc un énorme complexe industriel, et qui a fait pression pendant de très nombreuses années pour l'imposition de ce projet, de ce gazoduc, en payant notamment l'invitation et les vacances entre guillemets en France de l'ancien gouverneur du Morelos, qui a été invité notamment en France, à Saint-Gobain, etc. Et avec cet objectif explicite d'imposer ce projet intégral, malgré la violation des droits donc de la consultation libre, préalable et informée des communautés indiennes du Morelos. C'est aussi pour ça que du coup le Frente, le Front des peuples en défense de la terre, de l'eau, du Morelos, du Tlaxcala et de Puebla, et les proches de Samir Flores sont les invités d'honneur, ont été déclarés les invités d'honneur de la tournée de la délégation zapatiste qui viendrait en Europe cet été ou cet automne, on ne sait pas encore, avec la délégation des 160 zapatistes. C'est leur invité d'honneur, parce que cette histoire, elle n'est pas simplement mexicaine, cette histoire, elle est aussi européenne. C'est des multinationales européennes qui font pression pour que ce projet ait lieu, qui raquent des centaines de millions même de pesos, enfin et même d'euros de pénalités imposées au Mexique, en fait, pour la non-application justement de ce projet industriel, parce qu'il y a des accords économiques signés entre l'Union européenne et le Mexique. Donc c'est quelque chose qui nous concerne aussi, et c'est pour ça que c'est important de suivre ce combat. Voilà, vous pouvez avoir plus d'informations sur le site du CSPCL, www.cspcl.ouvaton.org, et puis sur on espère, d'autres médias libres qui relayeront, et d'autres collectifs qui relayeront ces informations. Cette lutte, elle est importante aussi, au-delà de se solidariser avec nos luttes aussi, et de pouvoir se solidariser avec les luttes qui se passent là-bas, la spoliation, la destruction qui se passe là-bas, de l'imposition donc d'un projet industriel et d'un gazoduc dans une zone où il y a un volcan en activité qui s'appelle le Popocatépetl, qui est peut-être le volcan le plus célèbre du Mexique, où il y a eu un séisme en 2017, où vraiment c'est un projet qui est dangereux vraiment pour toutes les communautés sur place, quoi. Et voilà, et aussi en souvenir de Samir, qui a été une figure importante, très importante sur place, qui est voilà, qui est un jeune qui a grandi comme beaucoup, avec l'idéal zapatiste qu'il a développé depuis sa communauté, depuis là où ils étaient, en ravivant, enfin en renforçant toutes les structures d'assemblée, en luttant pour l'éducation, pour l'agroécologie, en initiant les jeunes, les enfants de sa communauté à ce combat-là. C'est la douleur de tout son village, de énormément de gens sur place, et c'est pour ça que c'est devenu un symbole dans sa région et aussi au Mexique.
Donc voilà, le 20 février, ça sera les 2 ans de son assassinat et on espère que cette mémoire-là aussi et cette histoire, elle puisse être racontée et elle puisse être diffusée et avoir justement touché les cœurs, comme disent les compas zapatistes, toucher les cœurs que cette histoire et ce combat méritent de rencontrer dans nos luttes un peu partout, que ça soit en France ou dans le reste du monde. Merci beaucoup, Edwin, pour ton témoignage très fort, très puissant et qui nous laisse bien entrevoir aussi tout le parcours donc de cette figure, comme tu l'as dit, symbolique, emblématique, qui était et qui est Samir Flores. Et maintenant, donc, dans une petite minute, vous allez assister à la projection d'une nouvelle vidéo donc de l'EZLN. Elle s'appelle La délégation se prepara. Et c'est une vidéo introductive de ce voyage qui se prépare et de la mobilisation très importante des femmes zapatistes dans ce voyage. Merci encore à tous et à tous pour votre présence et ne quittez pas puisque le temps de faire le partage d'écran, vous allez pouvoir assister à cette projection en espérant qu'on n'ait pas de petits soucis techniques. Voilà.
Nous sommes revenus au direct. Oui, merci Théo. Alors, donc on vient d'assister donc à cette vidéo qu'a réalisée le ZLN donc pour annoncer la venue des femmes zapatistes en Europe et c'est une vidéo, enfin, il me semble assez impressionnante et qui est assez enthousiasmante aussi et qui donne vraiment envie et hâte de pouvoir partager le témoignage et l'expérience de ces femmes ici en Europe. Et donc, maintenant, c'est de nouveau la camarade Élise qui va nous lire un autre communiqué, donc celui du 1er janvier 2021. Donc, Élise, c'est à toi. Une déclaration pour la vie, 1er janvier 2021. Au peuple du monde, aux personnes qui luttent sur les 5 continents, frères, sœurs, compañeros. Durant ces derniers mois, nous avons pris contact entre nous de différentes manières. Nous sommes des femmes, des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, des travestis, des transsexuels, des personnes intersexes, des queers et d'autres encore, hommes, groupes, collectifs, associations, organisations, mouvements sociaux, peuples originaires, associations de quartier, communautés, et un long etc. qui nous donne une identité. Nos différences et les distances entre nous viennent des terres, des cieux, des montagnes, des vallées, des steppes, des déserts, des océans, des lacs, des rivières, des sources, des lagunes, des races, des cultures, des langues, des histoires, des âges, des géographies, des identités sexuelles ou pas, des racines, des frontières, des formes d'organisation, des classes sociales, des capacités financières, du prestige social, de la popularité, des followers, des likes, des monnaies, des niveaux de scolarité, des manières d'être, des préoccupations, des qualités, des défauts, des pour, des contre, des mais, des cependant, des rivalités, des inimitiés, des conceptions, des argumentations, des contre-argumentations, des débats, des différends, des dénonciations, des accusations, des mépris, des phobies, des philies, des échanges, des rejets, des abus, des applaudissements, des divinités, des démons, des dogmes, des hérésies, des goûts, des dégoûts, des manières d'être, et un long etc., qui nous rend différents et bien des fois nous opposent. Il n'y a que très peu de choses qui nous unissent. Faire nôtre les douleurs de la terre, la violence contre les femmes, la persécution et le mépris contre les différents dans leur identité affective, émotionnelle, sexuelle, l'anéantissement de l'enfance, le génocide contre les peuples originaires, le racisme, le militarisme, l'exploitation, la spoliation, la destruction de la nature. Comprendre que le responsable de ces douleurs est un système. Le bourreau est un système exploiteur, patriarcal, pyramidal, raciste, voleur et criminel, le capitalisme. Savoir qu'il n'est pas possible de réformer ce système, ni de l'éduquer, de l'atténuer, d'en limer les aspérités, de le domestiquer, de l'humaniser. S'être engagé à lutter, partout et à toute heure, chacune là où on se trouve, contre ce système jusqu'à le détruire complètement. La survie de l'humanité dépend de la destruction du capitalisme. Nous ne nous rendons pas, nous ne nous vendons pas, nous ne titubons pas. Avoir la certitude que la lutte pour l'humanité est mondiale, de même que la destruction en cours ne reconnaît pas de frontières, de nationalités, de drapeaux, de langues, de cultures, de races, la lutte pour l'humanité est en tout lieu, tout le temps. Avoir la conviction que nombreux sont les mondes qui vivent et qui luttent dans le monde, et que toute prétention à l'homogénéité et à l'hégémonie attente à l'essence de l'être humain, la liberté. L'égalité de l'humanité se trouve dans le respect de la différence, c'est dans sa diversité que se trouve sa ressemblance. Comprendre que ce n'est pas la prétention d'imposer notre regard, nos pas, nos compagnies, nos chemins et nos destins qui nous permettra d'avancer, mais la capacité à écouter et à regarder l'autre, qui, distinct et différent, partage la même vocation de liberté et de justice. Par ce qui nous unit, et sans abandonner nos convictions ni cesser d'être ce que nous sommes nous sommes mis d'accord pour, premièrement, réaliser des rencontres, des dialogues, des échanges d'idées, d'expériences, d'analyses et d'évaluations entre personnes qui sommes engagées à partir de différentes conceptions et sur différents terrains dans la lutte pour la vie. Après, chacun continuera son chemin ou pas. Regarder et écouter l'autre nous y aidera peut-être ou pas, mais connaître ce qui est différent, c'est aussi une partie de notre lutte et de notre effort, de notre humanité. Deuxièmement, que ces rencontres et ces activités se réalisent sur les 5 continents,
Qu'en ce qui concerne le continent européen, elle se concrétise durant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021, avec la participation directe d'une délégation mexicaine formée par le Congrès national indigène et Conseil indigène de gouvernement, le Front des villages en défense de l'eau et de la terre des États de Morelos, Puebla et Tlaxcala, et par l'armée zapatiste de libération nationale. Et que nous aiderons selon nos possibilités à ce qu'elle se réalise à des dates postérieures encore à préciser en Asie, en Afrique, en Océanie et en Amérique. Troisièmement, inviter les personnes qui partagent les mêmes préoccupations et des luttes similaires, toutes les personnes honnêtes et tous les en bas qui se rebellent et résistent dans les nombreux recoins du monde, à rejoindre, à contribuer, à soutenir et à participer à ces rencontres et activités, et à signer et à s'approprier cette déclaration pour la vie. Depuis l'un des ponts de dignité qui unissent les 5 continents, nous, planète Terre, 1er janvier 2021, depuis des recoins du monde divers, disparates, différents, dissemblables, distants et distincts, en art, science et lutte, résistance et rébellion. Merci Élise pour avoir partagé avec nous ce communiqué et qui nous permet aussi de voir en dehors de la richesse des informations et des détails sur ce voyage décolonial pour renverser l'histoire que ce communiqué initie. C'est aussi la poésie avec laquelle les Compas écrivent qui est vraiment très forte et d'autant plus quand c'est bien lu comme tu l'as fait. Donc maintenant, nous allons donner la parole à la camarade Virginie et aussi qui sera accompagnée d'Edwin de nouveau pour nous donner justement plus d'informations et plus de détails sur ce voyage à venir. Bonsoir, merci d'être là. Moi, j'avais envie de rebondir justement sur ce voyage pour la vie où la proposition, c'est d'essayer effectivement de s'écouter. Et le CSPCL et de créer des ponts. Et le CSPCL, justement, l'une de ses autres spécificités, ça a été aussi d'essayer de créer des ponts entre les luttes, pas seulement donc entre le Mexique et Paris, le CSPCL, mais aussi entre toutes les luttes qui étaient autour de nous. Et donc aussi parce qu'on est une assemblée et pas une organisation, on a tous d'autres activités et tous d'autres intérêts. Et je crois que l'intérêt, ça a été aussi d'essayer de créer des ponts entre les luttes et de créer des convergences de lutte, comme on dit. Et on a eu l'expérience à plusieurs reprises de créer des convergences et en même temps de souvent avoir la difficulté justement de maintenir cette communication, ce lien entre les différentes luttes auxquelles on pouvait, avec lesquelles on pouvait se solidariser et par moments soutenir au niveau logistique selon les situations. Donc il y a eu les sans-papiers à l'époque de la Porte des Lilas, il y a eu aussi le groupe Accord, le personnel qui était en grève. Donc il y a eu, bon, là, voilà, on va pas tout énumérer, mais l'intérêt aussi, c'était parce que je pense que les zapatistes insufflaient cette idée. Il y a aucun intérêt à créer, nous, l'autonomie ou une organisation de résistance face au système et au gouvernement et à l'autoritarisme et à l'oppression, etc., si on est juste les seuls. Et donc, en fait, c'est un grand exemple, les zapatistes, depuis des années pour nous tous. Et ils n'ont pas cessé de nous dire, faites pareil chez vous, à votre façon, selon votre mode. Et je crois que du coup, quand ils nous disent que c'est le temps de venir, c'est le temps parce qu'eux, ils ont assez consolidé leur base pour pouvoir s'aventurer à l'extérieur de chez eux. Ça fait maintenant 27 ans. Donc il y a eu une grande force organisative et de résistance et ils sont assez solides pour venir nous donner un petit coup de pouce peut-être pour faire ce que nous, de notre côté, mais d'autre côté, là, il y a eu l'Europa Zapatista aussi, des collectifs qui ont essayé de créer des liens entre au-delà des frontières justement et d'avoir par ce lien via les zapatistes de créer par exemple autour de Notave, et donc il n'y avait pas besoin des zapatistes pour créer une dynamique européenne de solidarité face à tous ces grands projets inutiles comme la ZAD ou Bure ou en Allemagne, à Francfort, du temps de certains projets. Donc voilà, du coup, je crois que c'est aussi l'enseignement des zapatistes et la dynamique sur laquelle nous, on a essayé de toujours tendre, à savoir créer des ponts entre les luttes. Et là, aujourd'hui, je crois que c'est une proposition d'approfondir cette possibilité de
de regarder pas seulement les apatistes, qui est pour ceux qui les connaissent pas, une grande curiosité parce que c'est énorme tout ce qu'ils ont fait, ils ont beaucoup à nous apprendre. Mais c'est aussi, je pense, l'opportunité de regarder, d'écouter tous les autres qu'on a du mal à rencontrer, qui sont près de nous, là, peut-être juste de l'autre côté d'une petite frontière, qu'on peut d'ailleurs franchir puisqu'on est en Europe aussi, avec cette possibilité de voyager et de peut-être, on devrait essayer de plus, se dynamiser. Donc il y a beaucoup de travail à faire justement par rapport à ce voyage pour la vie qui nous concerne, nous justement, Européens, comme ça a déjà été dit. C'est-à-dire que ça nous regarde parce qu'il y a des projets au Mexique qui regardent nos entreprises, nos banques, les grands groupes, mais aussi, toutes ces luttes-là, qu'il y a dans toutes ces résistances contre les grands projets qui existent aussi, en France, en Europe. Et donc c'est aussi l'opportunité, je pense, un défi que nous lancent les apatistes. Et quand, à un moment Sylvain disait: «Ben, on va avoir besoin de vous, de votre mobilisation», je pense que c'est aussi l'idée de peut-être se mobiliser encore au-delà et après justement. Comme le disent les apatistes, on ne sait pas après ce qui se passera. Ce qui se passera pendant ce moment de cette tournée, ce sera déjà peut-être, des nouvelles bases et l'idée, ce serait de pouvoir ensuite, construire à partir de ces nouvelles bases qui pourront être construites ou pas, des fondations et à voir, ce qui se pourra se passer. Et je pense que cette, nouvelle dynamique, enfin, ou en tous les cas, ce voyage, ça peut nous permettre de lancer une nouvelle dynamique. En plein covid, c'est pour ça qu'il y a tout plein de points d'interrogation, mais ils le disent dans leur première, lettre qu'ils envoient, qui s'appelle la 6e partie, une montagne en haute mer, qui annonce, ce voyage en Europe et cette conquête de l'Europe, cette conquête, et à la rencontre des gens, de la conquête, de l'Europe d'en bas, pardon. Et je pense que du coup, voilà, à partir de cette occasion-là, il faudrait, aussi parce qu'on est dans une période où a priori on est en train de s'éloigner de plus en plus, il y a un nouveau moyen, la visio, il va falloir aussi inventer au-delà. Si ça perdure, aussi essayer, de faire autrement. Mais en tous les cas, d'essayer de construire ce voyage pour la vie qui est aussi le nôtre. En fait, je pense que c'est important d'essayer de se l'approprier comme étant, un voyage aussi pour nous, en Europe. Merci beaucoup Virginie donc pour toutes ces informations et il me semble que Edwin a également des précisions à donner peut-être sur le travail qui est fait au sein de la commission navale. Peut-être que tu pourrais expliciter un peu toute cette organisation qui se met en place en amont de la venue des compas, des apatistes. Attends, parce que la vidéo est... Encore une fois, les aléas du direct, mais ça devrait pas trop tarder. Ah, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Bon, et ben dans le noir, je suis désolé. Non, mais simplement vous dire, vous partager aussi que du coup, il y a toute une organisation qui se met en place un peu à différents niveaux, différentes échelles pour cette venue des apatistes en Europe. Et du coup, donc ça s'organise comment? Ça s'organise de manière un peu chaotique, mais à partir de différentes réalités régionales où petit à petit il y a des assemblées régionales qui sont mises en place pour leur accueil dans différentes régions de France et des assemblées aussi au niveau francophone, au niveau des autres territoires européens aussi, où pareil, il y a des collectifs qui se mobilisent un peu partout en Europe depuis, on va dire, la France, l'Espagne, même les îles anglo-saxonnes, l'Arctique. Il y a des invitations qui vont jusqu'au Groenland, jusqu'en Russie, en République tchèque, en Chypre, en Grèce évidemment,
dans beaucoup de pays d'Europe et donc voilà, il y a une coordination européenne qui existe pour essayer de se mettre d'accord, de faire une solidarité aussi entre les différentes luttes, de voir avec les apatistes comment organiser cette arrivée. Il y a une coordination francophone qui existe de la même manière et là pour ce qui est en région parisienne aussi, enfin voilà, pour ceux qui nous suivent en région parisienne, il y a des assemblées. La prochaine, elle aura lieu le 28 février. Et voilà, tout ça se met en place. Personne n'est détenteur de cette organisation. C'est ouvert à toutes les collectifs, toutes les réalités qui se battent en bas à gauche par rapport à, enfin, qui mènent leur lutte, qui ont envie de rencontrer les apatistes, qui ont envie de partager avec elles et avec eux, à la fois sur leur combat et à la fois sur les nôtres ici. Et donc voilà, cette organisation et tout ça est en train de se créer. Il y a des commissions qui se montent aussi pour pouvoir voir au niveau tant des finances, comment financer cette arrivée, cette tournée, pour produire que ce soit des t-shirts, des compilations de soutien, différentes activités, des collectes de fonds pour pouvoir financer cette arrivée. Il y a des commissions pour voir au niveau de la communication, pour voir au niveau de la logistique, pour voir au niveau de plein de thèmes, et aussi toute une partie qui est importante pour les apatistes, qui est toute la partie navale, maritime, parce qu'ils tiennent et ils voudraient marquer quelque chose d'important pour eux et pour elles, qui est les 500 ans de colonisation du Mexique. 500 ans de résistance, surtout à la colonisation, et donc voilà, ils aimeraient marquer ça en Espagne, à Madrid, et aussi si on y arrive, si c'est possible, aussi du lieu d'où est parti Christophe Colomb en août 1492 pour venir coloniser, plutôt piller les Amériques. Et voilà, c'est un peu toute cette organisation qui se fait petit à petit de fil en aiguille. Et voilà, on est dedans, les gens du CSPCL et plein d'autres collectifs, tant en région parisienne que dans toute la France, et plein de réalités de lutte différentes. Ça peut être des gens qui luttent à Bure, ça peut être des gilets jaunes, ça peut être la ZAD, ça peut être des luttes de villages en milieu rural, ça peut être des luttes contre des méga projets comme les transformateurs en Aveyron, ça peut être des assemblées, des mouvements en Corse, ça peut être la jeunesse autochtone de Guyane, ça peut être enfin voilà, plein de réalités en Ariège aussi, avec les rencontres de femmes aussi, puisque la délégation elle est constituée à 80% de femmes, elle sera constituée à 80% de femmes apatistes, donc il y a aussi énormément de mobilisation aussi des réseaux ici pour et des initiatives d'organiser des rencontres de femmes en Europe. Il y a tout ça qui est en cours aussi, des réflexions sur les frontières, sur la situation aussi, les luttes des collectifs de sans-papiers, de la marche de la dignité en France, mais ailleurs aussi dans d'autres pays. Les résistances, voilà, en Italie, en Grèce, il y a énormément de résistance, en Allemagne contre des projets de destruction. Tout ça, en fait, se rencontre et voit comment forger quelque chose, de partager quelque chose autour de cette arrivée des apatistes. Donc de manière chaotique aussi, parce qu'on est dans ce contexte du Covid qui est dur pour tout le monde, avec le confinement imposé, la difficulté à se rencontrer, la difficulté à se parler, à s'organiser, mais il y a tout cet effort qui est là en cours, et c'est un appel aussi à toutes les personnes, tous les collectifs, et notamment et avant, enfin je dirais pas, je sais pas si avant tout, il n'y a pas de privilège ou etc., mais notamment c'est
très important, et l'invitation, elle est faite aussi à tous les réseaux et tous les collectifs qui se battent contre la colonisation encore aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui où on a une recolonisation massive de toute la planète. Et voilà, tous les collectifs qui participent aussi à cette semaine anticoloniale et antiraciste, voilà, vous êtes des interlocuteurs, vous avez des choses à partager, à dire, que ça soit sur ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Kanaki, ce qui se passe en Guyane, ce qui se passe, enfin, il y a tellement de luttes et tellement de choses à dénoncer dans les Caraïbes et partout, que voilà, c'est aussi important en fait qu'il y ait tout ce partage en fait. C'est ça que comme le communiqué du 1er janvier dit, quoi, que c'est important que toutes nos luttes elles se rencontrent, et puis qu'il y ait ce partage pour savoir l'histoire des uns et des autres, les combats qui ont été menés. Et voilà, peut-être que je parle trop, du coup, voilà, je m'arrête ici. Merci, merci Edwin. Donc, on va peut-être maintenant enchaîner sur des questions si certains spectateurs en ont. Donc, il y a déjà Aline donc, qui nous écrit depuis l'Ariège et qui voudrait partager avec nous son témoignage. Donc, je vais vous donner tout de suite la parole. J'espère que ça fonctionne. Faites-nous un petit signe pour... je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Et vous ne me voyez pas peut-être? Si? Exact. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on peut se voir, mais sinon... Aline, vous nous entendez? Ouais, vous m'entendez, vous? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, donc oui, non, Là, très ça vite. devrait être bon, normalement. Très vite, c'était passionnant. Non, je n'ai pas de questions parce que je suis vous avez mis votre micro de la lutte et de la solidarité avec le peuple zapatiste. Salut aux copains, aux copines, que j'étais contente de voir. Et donc, voilà. Aline, non, vous êtes avec nous? Oui, oui. Moi, je suis avec vous. Vous m'entendez? Oui, on ne la voit pas, c'est tout. Ouais, bon, c'est dommage. Non, je plaisante. Alors, Aurélie, c'est chez toi, je crois que ça rate. Hein. Ouais, c'est chez moi que ça ne marche pas parce que ma caméra apparemment n'est pas accessible, ils me disent. Bon, bref. Oui, je voulais dire que c'était formidable là de faire ça. Ça pose, c'est pas sans poser de questions, cette ouverture au-delà des comités historiques de solidarité avec le peuple, avec les zapatistes. On a ouvert très largement, nous aussi en Ariège comme ailleurs, et puis j'ai des copains aussi en Seine-Saint-Denis, à Paris, et bien sûr chez vous, au CSSPCL, où je suis allée si souvent. Mais tout à coup s'ouvrir, nous, il y a des gilets jaunes, il y a des syndicalistes, il y a des gens de toutes parts. Et c'est ça la vertu, je crois, des zapatistes, la vertu politique, avec un grand P, un beau P majuscule, c'est que d'une certaine manière, ils nous réunissent au-delà de nos actions de solidarité sur telle ou telle lutte, mais ils nous obligent à s'organiser ensemble. Et ça, c'est pas sans difficulté parce que nous venons de, je ne sais pas si pour aller vite, je vais dire de culture politique, organisationnelle ou presque idéologiques différentes. Et c'est passionnant, mais alors, ça y va. Alors, l'autre difficulté, c'est que pour moi, la vertu des zapatistes, c'est lentement en bas à gauche. Or, leur calendrier, que nous avons appris relativement tard, surtout avec le problème du confinement et de la Covid qui nous empêche de nous réunir facilement, même si nous le faisons, eh bien, ça nous oblige, nous, à aller plus vite. Et je trouve que l'organisation, notamment, comme l'a expliqué Edwin, avec l'Assemblée régionale, départementale, européenne, francophone, etc., c'est un peu usine à gaz et ça contredit un peu, me semble-t-il, surtout que les zapatistes, ça peut aller plus vite parce qu'ils ont un projet commun, ils ont une base commune. Mais nous, je peux vous dire que parmi les gens qui ont envie, sincèrement, waouh, il y a des moments, c'est un peu dur parce que moi, j'entends des choses qui viennent justement presque de réflexes coloniaux ignorés.
Voilà, donc je voulais dire ça, c'est pas évident. Par exemple, le port du masque, on a parmi les copains et les copines des gens très fragiles, j'en fais partie, certains refusent de mettre le masque. Donc, tous ces gens-là ne vont plus aux réunions parce qu'ils sont, voilà. Et tout à coup, cette idée que la liberté, c'est pas pour soi, mais c'est la liberté pour nous tous, elle est totalement incompréhensible pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, c'est pas simple. Alors, je voudrais juste dire un truc en Ariège, Edwin, bien sûr, il y a Commission des femmes, c'est celle qui marche le mieux. Je ne suis pas du tout mandatée pour parler au nom du collectif Ariège. Je vous dis tout, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Mais il y a aussi la commission paysanne, parce que nous avons, même du point de vue de la géographie, beaucoup de choses qui peuvent se ressembler, et de l'histoire des luttes avec la guerre des demoiselles, etc. C'est passionnant. La frontière avec l'Espagne, évidemment. Et nous avons aussi le séminaire de crise et critique qui se fait depuis 2 ans en Haute-Ariège, près de chez moi, à Montségur, un grand lieu de lutte aussi, évidemment, que vous connaissez, la lutte des Cathares, enfin, en tout cas, leur anéantissement. Et donc, on voudrait essayer qu'une délégation passe aussi par ce moment de réflexion très théorique et très politique, mais moi, j'ai découvert, par exemple, Crise et Critique, Anselme Jappe, Moshe Poston et tout, à San Cristobal de las Casas, lors du CDC. Donc voilà, c'est ces ponts aussi que nous voudrions faire. Et puis il y a énormément de luttes, mais là je ne vais pas vous les donner toutes, mais qui peuvent évoquer des choses, des luttes qui se passent au Chiapas, au Mexique ou ailleurs dans le monde, pour l'eau, pour le train, parce que nous c'est plus pour que contre, là pour le coup, pour les terres agricoles, etc. Et pour la langue. Et, hélas, j'ai du mal à faire passer cette idée-là, c'est dommage. Voilà, tout ce que je voulais dire, mais ça me fait un bien fou de voir que ça fait 3 ans que j'habite en Haute-Ariège, par choix, mais Paris parfois me manque du point de vue militant. Voilà, salut les copains, Marie et les autres. Et Sylvain. J'ai fini. Merci beaucoup, Aline, pour ce partage et cet échange. Donc, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, donc peut-être je vais inviter Virginie à clôturer ce webinaire. Si, à moins que quelqu'un ait une autre question. Amaëlie, peut-être? Maïlène, oui, mais j'ai pas posé de questions. Bonsoir. Je sais pas, non. Tout va bien alors. Oui, tout va bien. Merci Olivia pour ton animation. Merci. Merci à vous, à toi d'être présente. Donc oui, donc Virginie, si tu veux clôturer. Oui, déjà, je remercierais effectivement cette organisation. Ça fait du bien même si c'est difficile de parler sans voir à qui on parle. Et voilà, on est dans une nouvelle aventure. Et ce voyage pour la vie, je pense que justement, je rebondirai un peu sur ce que disait Edwin. Je pense que c'est important de le voir comme une opportunité de pouvoir peut-être s'organiser autrement. On était sur une dynamique il y avait les gilets jaunes, il se passait énormément de choses avant cette épidémie. On a découvert plein de choses pendant cette épidémie également. Et j'espère qu'on va continuer à se rencontrer, à pouvoir, en attendant de pouvoir se rencontrer physiquement, peut-être avoir des partages autour de ce voyage pour la vie entre nous, indépendamment de la question peut-être pragmatique et logistique, même si ça prend des dimensions ou de débats politiques, mais peut-être qu'on n'en a pas assez le temps, parce qu'il y a énormément de choses à préparer d'un point de vue pratique. Donc, parce qu'il y a justement la recherche de bateaux, la recherche de fonds, il y a un crowdfunding qui va bientôt être lancé. Pardon. Donc, on appelle aussi les gens à se mobiliser, comme le disait Aline, elle, dans sa région, toutes les difficultés, ça pose énormément de difficultés de se rencontrer précipitamment, peut-être dans un moment difficile avec des gens avec qui on a jusque-là pas encore véritablement co-organisé des choses.
l'intérêt justement, c'est que les apatistes, ça nous donne cette chose en commun. Aline disait, on n'a rien en commun. Cette chose en commun, c'est de vouloir faire cette rencontre et peut-être à l'occasion de cette rencontre, se donner cette possibilité d'écoute. Mais donc, je pense que je nous invite à essayer de reproduire des espaces de discussion où on pourrait partager à quoi ça correspond, ce sur quoi on pourrait s'attarder un peu plus, parce qu'il va falloir aussi peut-être se rencontrer entre les régions en France, en Île-de-France, comme le disait tout à l'heure, c'est la réunion, j'ai plus la date en tête, mais donc voilà, il y a une réunion là prochainement, le 28 février bien sûr, sur l'Île-de-France. Il y en a une autre, par exemple, pour ceux qui seraient vraiment sur la région de Montreuil, parce que effectivement, il y a du local à régional et à national et à européen, et encore avec des sous-groupes. Voilà, c'est important aussi pour ceux qui sont à Montreuil, s'ils veulent, voilà, ils peuvent être le 6 mars, mais c'est surtout aussi s'il y en a qui veulent se mettre dans des commissions traduction, dans des commissions logistiques, s'il y en a qui sont médecins, s'il y en a qui sont avocats, s'il y en a qui sont impliqués sur une forme média libre, radio, etc., de relayer cette information. Donc, je pense qu'on pourrait effectivement se donner le temps de pouvoir peut-être rediscuter, repartager. On n'attend pas tous la même chose de ce voyage. Et donc, ouais, j'ai vu le petit message d'Aline qui disait, ouais, bien sûr qu'on a plein de choses en commun, parce que nous, on se connaît déjà, parce que l'intérêt des apatistes, on le partage déjà. Et après, il y a des gens qui sont intéressés par les apatistes, mais qui n'ont pas forcément la même entrée et qui, du coup, se rapprocheront des apatistes pour l'aspect anticapitaliste, d'autres pour tout simplement l'aspect rebelle, mais qui espèrent voir en eux la possibilité, en fait, une possible prise de pouvoir autrement détournée. Je veux dire, voilà, il se passe plein de choses. Du coup, je pense que voilà, ça mérite de continuer à dialoguer entre nous tous à l'occasion de ce voyage. Justement, ça peut donner le point de discussion, parce que je pense qu'on est effectivement tous très différents. On attend, ne serait-ce que rien que autour les gens proches des apatistes. Mais la lutte des apatistes, justement, c'est une lutte globale, anticapitaliste, qui touche tout le monde. Anticapitaliste, en plus, c'est très réducteur, évidemment. Mais du coup, voilà, donnons-nous le temps de ce temps de confinement pour peut-être passer du temps à discuter. Merci en tous les cas, justement, pour se donner l'opportunité de commencer ce dialogue dans le cadre de ce festival anticolonial et antiraciste, où je pense que justement, comme le disait Aline, il faut aussi déconstruire, et les apatistes sont aussi eux-mêmes déconstruits. Depuis leur tradition communautaire indigène, ils ont aussi fait des ruptures pour pouvoir avancer, franchir un pas. Et je pense que nous aussi, on est dans un processus de décolonisation, et enfin mentale ou enfin politique, etc. Et donc voilà, peut-être qu'on peut poursuivre vu que voilà, vu qu'il faut avancer très vite encore. Merci. Donc, merci à toutes et à tous pour vos témoignages, pour vos partages d'expériences, pour toute cette richesse des interventions de chacun et chacune. Il y a quelqu'un qui me souffle quelque chose à l'oreille. Le lien de l'organisation francophone, il est dans le chat. Alors, il y a Edwin qui vient de vous partager le lien vers l'organisation francophone. Je pense que vous l'avez entendu puisque mon micro était ouvert. Donc, c'est dans la conversation partagée. Et ce que j'étais en train de vous dire, oui, donc on remercie bien sûr le CSPCL, le CSIA, le secrétariat international de la CNT pour l'organisation de ce webinaire. Et pour celles et ceux qui ont encore le courage de suivre par visio d'autres webinaires, donc à 19h, donc dans 10 petites minutes, il y a un webinaire consacré à la lutte du peuple sahraoui, organisé par la plateforme Solidarité avec le peuple du Sahara occidental et le collectif des associations sahraouis en France. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous. Merci à Théo pour son aide, pour son assistance, pour l'organisation. Et à tout bientôt, toutes et tous, pour continuer à organiser cet événement crucial et ce
ce voyage décolonial avec les zapatistes et les femmes zapatistes en lutte. Merci encore à tous et à tous, à bientôt.